prévention, c'est essentiel. La e-santé, évidemment. On va traiter que des sujets essentiels, primordiaux et très importants. La e-santé ou la santé numérique est évidemment clé pour la modernisation du système de santé et répondre aux nombreuses difficultés auxquelles il est confronté. On le sait, mais enfin, c'est bien de le rappeler, pour améliorer l'accès aux soins qui cannibalisent tout, manifestement. On parle que de ça. Et le suivi des patients pour faciliter justement la coordination des soins, pour impliquer davantage les citoyens et les patients quant à leur santé, pour renforcer la prévention. Enfin, vraiment, c'est un outil, un levier fondamental. Alors, les France et les pouvoirs publics ont pris le taureau par les cornes, on peut dire, depuis 3 ans, après le rapport de Dominique Pont qui était au Karcher et qui disait franchement les choses. Et depuis 2019, la politique du numérique et le virage numérique a été amplifié. Le Covid, alors en plus, a fait exploser les usages de certains outils, mais le directeur général de la CNAM, ici présent, n'hésite pas à parler de Far West, de Open Bar. Donc est-ce que le Far West, c'est la démocratisation? On le verra. Donc beaucoup reste à faire pour faciliter l'appropriation et l'usage par les professionnels et aussi par les citoyens et les patients. Donc en définitive, la question qu'on va se poser au cours de cette table ronde, c'est comment faire en sorte que la démocratisation de la e-santé augmente gaillardement. Donc pour en débattre, un médecin généraliste de terrain, là, qui vient de loin, qui vient d'Occitanie, qui est président de l'URPS, Médecins Libéraux Occitanie, qui est médecin généraliste à Frontignan, donc qui est président de la CPTS. Tout le monde sait ce que c'est qu'une CPTS maintenant, Communauté Professionnelle Territoire de Santé, du bassin de Thau. Voilà, ça nous fait rêver. On a le principal payeur de l'e-santé, d'autant plus pendant le Covid, Thomas Fatome, donc directeur général de l'assurance maladie. Voilà. Alors ensuite, les pouvoirs publics qui sont présentés ici par Ella Gariani, qui est de la délégation du numérique en santé et du comité citoyen. Quel est votre titre exact? Parce qu'on avait Dominique Pont et Madame Le Maire. Alors, ils étaient co-directeurs, et vous, c'est votre titre, c'est? En fait, donc Laura Letourneau et Dominique Pont ont quitté le ministère il y a de ça 2-3 mois pour aller vers de nouveaux horizons, et donc on a pris la relève avec mon collègue Raphaël Beaufray. On est donc maintenant tous les deux co-responsables de la délégation. Co-responsable, voilà. Et Jacques Lucas, alors Jacques Lucas, je t'ai mis dans l'État, mais tu présides l'agence du numérique en santé, qui est une agence organisée par l'État, et un industriel, Alexis Ernaud, directeur général de Cal Medica. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de faire un premier rapide tour de table pour bien définir ce dont on parle, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui les enjeux de la e-santé, et par rapport à ceci, parce que la e-santé, c'est très large, Enfin, ça a explosé pendant le Covid. Et par rapport à ces enjeux tels que vous les voyez, y a-t-il réellement un déficit de démocratisation? Et puis après, dans un deuxième tour de table, on approfondira la manière, les moyens pour faire en sorte que la e-santé soit plus accessible à tous. Alors, je vous propose alors Jacques, de commencer par vous. Non pas parce que vous êtes le plus ancien, mais parce que vous avez là une grande expérience de l'e-santé, d'abord à l'ordre des médecins, et vous reconnaissez d'entrée de jeu qu'on a négligé un peu l'appropriation par les usagers et les professionnels de la e-santé. Oui, je crois que la première étape, et elle était nécessaire, était de nature technique. L'agence du numérique en santé, l'agence exécute ce que l'État, je mets l'assurance maladie aussi dans l'État, lui commande de faire. L'agence n'est pas autonome et ne prend pas à elle seule des décisions en dehors des décisions techniques. Donc il fallait construire des référentiels, ça n'a pas été si facile que ça. Ces référentiels sont désormais constitués. On est d'ailleurs en cours de finalisation d'un référentiel sur le dossier médical partagé afin de clarifier un certain nombre de choses. Et nous sommes au milieu du gué, à mon avis. C'est-à-dire que ceci étant fait, l'autre partie est que les professionnels de santé et les usagers du système de santé, qu'ils soient malades ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, s'approprient ces outils-là. Et c'est donc à partir de là que la démocratie en santé numérique pourra s'établir. Mais il faut accompagner la population. Il faut d'ailleurs aussi accompagner les professionnels de santé, puisqu'ils s'étaient habitués à un exercer dans un autre paradigme. Et changer les habitudes crée généralement de l'inertie et de la résistance.
Donc il faut démontrer que le numérique en santé est susceptible d'améliorer la qualité de vie même des professionnels de santé en favorisant en particulier le temps proprement professionnel. Je pense aux médecins. Les médecins sont faits pour faire de la médecine, ne sont pas faits pour avoir des démarches administratives. Encore que les démarches administratives font partie du code de déontologie médicale et qui dit que le médecin doit faciliter aux patients le bénéfice des droits auxquels il peut prétendre. Donc là, il y a des aspects évidemment administratifs. Mais est-ce qu'il y a un défaut de démocratisation alors ? Pardon ? Est-ce qu'il y a un défaut de démocratisation de la santé pour les professionnels et pour les patients aujourd'hui ? Oui, Est-ce qu'il est flagrant ? Oui, pour les patients, je pense qu'il est plus important qu'on le dit. On voit des associations militantes, France Assos en particulier, qui s'est beaucoup investie dans le sujet, mais dans la vie réelle et quand on rencontre des usagers, tout bête, enfin autour de vous, est-ce qu'ils ont par exemple activé leur espace santé ? Un certain nombre ne l'ont pas activé, non pas parce qu'ils n'en veulent pas, mais par une certaine inertie. Et aussi parce que leurs préoccupations, et ça a été abordé dans la table ronde précédente, et j'y souscris totalement, leur préoccupation première actuellement, c'est l'accès aux soins. Donc il faut leur démontrer que le numérique en santé, la e-santé en général, peut favoriser l'accès aux soins. On en a une illustration parfaite, c'est que pendant la pandémie, les téléconsultations se sont développées considérablement. Alors, elles se sont développées aussi parce que des verrous réglementaires avaient été levés à juste titre par Olivier Véran, qui était alors ministre de la Santé et des Solidarités, en disant que voilà, même le téléphone peut suffire. Ceci dit, Thomas Fatome a également raison de mon point de vue en indiquant qu'actuellement dans le domaine, c'est devenu un peu le Far West. Donc il faut très probablement clarifier les choses, y compris... Il faut ouvrir et refermer alors. Non, c'est pas ouvrir et refermer. Quand la maison brûle, on ne regarde pas si le tuyau, la lance à incendie, est aux normes. On utilise la lance à incendie dans quelque état qu'elle soit. Mais on n'est plus au stade, enfin il faut l'espérer du moins, de la maison brûle. Il faut construire dans la durée et il faut là bien évidemment qu'il y ait des textes réglementaires qui fixent le cadre. Il ne faut pas non plus, pour rejoindre la table ronde précédente, et j'en resterai là, il ne faut pas non plus que le cadre réglementaire, soit d'application univoque, quels que soient les territoires. Il faut donc laisser au niveau territorial, ce n'est pas pour rien qu'il y a une ministre consacrée aux professionnels de santé et au territoire, il faut laisser au niveau territorial le soin d'appliquer le droit dur, c'est ce que j'appelle le droit souple, qui a d'ailleurs été théorisé par le Conseil d'État, qui dit qu'il y a les textes réglementaires, les décrets en Conseil d'État et tout ça. Je crois que si vous partez là-dessus, j'en ai terminé, mais que maintenant, il faut laisser aussi aux initiatives locales et en matière d'innovation, que les textes réglementaires ne paralysent pas les initiatives. Absolument. Alors, premier tour de table un peu plus rapide. Notre médecin généraliste du Sud, Jean-Christophe Kahn, quel regard vous avez ? Vous êtes un praticien, vous utilisez les santé, vous voyez vos patients. Est-ce qu'il y a un défaut de démocratisation ? Quand on pose la question de la démocratisation de la e-santé, on pose la question aussi de l'accès à la e-santé. Et ça, c'est peut-être le sujet essentiel. Je vais vous donner un exemple simple de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, avec notamment les centres de vaccination. Dans la CPTS que je dirigeais alors, on a eu le problème d'organiser la vaccination. Et donc, on a eu Doctolib comme outil qui marche très bien, hein, c'est un très bel outil. Sauf que la population à risque, c'est-à-dire la population initialement prévue dans la campagne de vaccination, n'a pas accès à l'outil. Donc, on a très rapidement dû organiser avec les mairies, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur la table ronde par rapport à l'implication des mairies, avec les CCAS de ces mairies, donc des centres d'accueil pour les gens, de façon à leur permettre de s'inscrire sur Doctolib pour avoir accès à la vaccination. Et là, on touche un petit peu aux limites de la e-santé. En fait, la question qu'il y a derrière la e-santé, c'est la e-santé pour qui d'abord ? Est-ce que c'est pour les patients ? Est-ce que c'est pour les médecins ? Est-ce que c'est pour les deux ? Il y a des outils conjoints, on parle de mon espace santé. La question à laquelle on aura peut-être une réponse, c'est quels sont aujourd'hui les usages de mon espace santé ? C'est une vraie question. Je pense, mon sentiment, c'est que mon espace santé aujourd'hui, les médecins ne s'en sont pas encore saisis. Je ne sais pas si Thomas Fatome a les chiffres du nombre de volets médicaux de synthèse renseignés sur mon espace santé. Je pense que c'est encore assez faible. Ça viendra peut-être avec la nouvelle convention, c'est un vrai sujet.
Est-ce que les patients s'en saisissent? Et si oui, à quoi ça sert? Tout à l'heure, on parlait de prévention. Je pense que mon espace santé peut être un excellent outil pour porter la prévention individuelle. Parce que, comme ça a été dit, ce n'est pas forcément le rôle du médecin. Et puis, pour les médecins, derrière, à quoi ça sert la e-santé? Je crois que là aussi, il y a deux sujets. Il y a les outils d'organisation. Et dans les CPTS, on a besoin d'outils d'organisation. Et ça existe. On arrive à gérer nos CPTS, les rendez-vous, les sites web, etc., les groupes de travail. Et puis, il y a des outils d'effection. Et là, on a un problème. Effectivement, c'est le Far West. Il y a des tas d'outils qui sortent. Les outils d'effection, c'est téléconsultation, téléexpertise, messagerie sécurisée et messagerie instantanée sécurisée. On a fait un tour dans la région, puisque je suis président du RPS, pour savoir ce qu'attendaient les médecins et quels étaient les outils les plus utilisés. C'était assez intéressant. L'outil le plus utilisé, ça n'étonnera personne, c'est le téléphone. Voilà. Puis derrière, il y a d'autres outils. L'outil que porte le GRAD, qui est l'émanation numérique de l'ARS, est très très peu utilisé. Et ça pose aussi question, parce que c'est l'outil qui est porté par l'Agence régionale de santé. Donc on a demandé aux médecins et aux autres soignants, aux professionnels de santé, ce qu'ils attendaient des outils du numérique, de façon pratique pour eux. Alors c'est très simple, ils attendent une messagerie instantanée sécurisée avec possibilité d'envoi de documents. Et ça, ils l'ont. Ils l'ont. Plus ou moins, c'est WhatsApp qui tiennent le marché aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ils attendent. C'était pas le but. C'était pas le but. Ils attendent une solution de téléconsultation. Ils l'ont. Mais quand on regarde les chiffres, et là aussi peut-être que la CNAM a les chiffres, la téléconsultation, elle est à entre 2 et 4% des actes, je pense. C'est pas le moyen de résoudre la crise de l'accès aux soins. Il faut le dire, le numérique en santé n'est pas le moyen de résoudre la crise de l'accès aux soins. Il est le moyen de revoir l'organisation des soins, de permettre cette organisation et de permettre donc aux soignants de mieux soigner leurs patients et d'avoir du temps. Et puis le dernier outil, et celui-là il est très important, c'est la téléexpertise. J'avais échangé là-dessus avec Jacques Lucas. En proximité, on attend beaucoup de la téléexpertise parce que c'est la possibilité d'avoir un avis d'expert en proximité. La proximité, c'est une notion très importante pour nous. Et le médecin que je remplaçais, qui avait commencé à exercer dans les années 50, me racontait qu'à l'époque, Frontignan n'est pas très loin de Montpellier, les patrons du CHU venaient à domicile pour consulter les patients. La téléexpertise, c'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est avoir la possibilité d'avoir soit au domicile du patient, soit dans nos cabinets, une réponse rapide à une demande d'expert très, très facile à avoir dans ces conditions. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On a un premier tour de table là, sur un peu le... Je m'arrête parce que je voilà, mais après on verra un peu les solutions, mais grosso modo, pour l'instant, vous dites que c'est en devenir un peu. Sauf la téléconsultation qui a explosé dans certains secteurs. Mais... C'est en devenir parce qu'il ne faut pas considérer que la télésanté, la e-santé est un outil en soi, mais c'est quelque chose qui est fait pour répondre à des objectifs. Et peut-être que sur les objectifs, on n'est pas assez clair. D'accord. Alors Thomas Fatoum, vous êtes l'homme clé de la situation. Pas tout seul. Alors on vous a demandé des chiffres. Quel est votre regard sur cette... parce que tout le monde veut de la e-santé, bien évidemment. Il y a quand même un progrès, j'ai l'impression, depuis 3 ans, quand même, avec Dominique Pont et Léa Le Tourneau. Il y a une vraie volonté, le virage numérique, etc. Les médecins qui vont avoir leurs équipements financés par l'assurance maladie, en tout cas par le Ségur numérique, à 600 millions, je crois, c'est ça, sur 2000. Voilà, 400 € par médecin, c'est pas mal. Thomas Fatoum. Peut-être essayer de poser, il me semble, 2 enjeux derrière le thème de la démocratisation de la e-santé. Démocratisation, ça veut dire un usage massif, laisser personne au bord du chemin. Et c'est vrai que ça a déjà été dit, hein, la crise a été un accélérateur incroyable, la téléconsultation, les QR codes, on a gagné des millions entre guillemets d'assurés sur Amélie, on a 42 millions de personnes qui ont un compte Amélie. Voilà, beaucoup d'assurés et de professionnels de santé ont découvert, ou en tout cas on a appris encore plus à utiliser ces nouveaux outils du numérique. Et donc ça, déjà, on a quelque part, entre guillemets, du vent dans les voiles. Ensuite, pour démocratiser, il faut proposer des outils que les gens adoptent, les professionnels de santé et les assurés. C'est toute l'ambition de mon espace santé. Je ne donnerai pas de grands chiffres aujourd'hui. Dans quelques semaines, très rapidement, il y aura un bilan qui sera fait. Des petits chiffres. Je vous dis, voilà, la première étape de la fusée, elle est lancée.
Elle est lancée. La phase de lancement et puis de ce qu'on a appelé l'opt-out, puisque vous savez que tous les gens qui ne se sont pas opposés ont vu leur espace santé ouvert. Donc ça c'est fait, c'est réussi techniquement. Mais vous l'avez dit, docteur, l'enjeu c'est l'appropriation, c'est l'usage. En tout cas, construire des outils qui s'inscrivent dans la vie quotidienne des patients et des professionnels. Et on l'a dit, mon espace santé, c'est cette ambition-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la messagerie sécurisée de santé, il y a la e-prescription, sécuriser aussi l'ordonnance, il y a le fait de mettre votre carte vitale sur votre smartphone. Donc tous ces services que l'assurance maladie et le ministère et l'agence numérique en santé ont déployé collectivement, en effet, sur une feuille de route tracée, je crois qu'elles sont en train de construire la possibilité d'une démocratisation assez massive. On n'est qu'au début. Encore faut-il en effet que les professionnels s'en emparent. Et ça, c'est toute la dynamique qui va s'enclencher là dans les prochains mois. Je pense que là, sûrement, il reviendra sur l'adaptation des logiciels des médecins et que ça s'inscrive dans une pratique automatique qui fait que le laboratoire de biologie, automatiquement, il envoie le résultat sur mon espace santé, le cabinet de radiologie pareil, l'hôpital, et c'est en train de se faire à l'hôpital progressivement que le compte rendu d'hospitalisation, il arrive directement. Et qu'on crée ce cercle vertueux de la démocratisation qui fait tout ça se nourrit, les gens comprennent qu'il y a des choses dans leur espace santé, ils vont le voir, les médecins vont le voir, donc ils alimentent et on réussit ce qu'on a jusque-là, c'est vrai, pas complètement réussi, c'est que tout ça était encore assez vite. Donc moi je suis optimiste parce que, voilà, mais on est au début. Deuxième élément, et je m'arrête juste là pour ce premier propos, une démocratie c'est des règles. Parce que pour fonctionner en démocratie, il faut des règles. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans mes cours de droit il y a longtemps. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu parlé de Far West, vous avez repris ce terme. Mais je rejoins bien noter ce que disait Jacques. On s'est lancés tous dans des conditions qui étaient rendues nécessaires par la situation. Maintenant, il faut essayer de poser le ballon, de poser des règles du jeu. Les règles, c'est aussi des règles de sécurité. Vous l'avez évoqué. On ne peut pas se satisfaire. Ça a l'air tout à fait anodin. On fait tout ça dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de dire que les gens font mal. On ne peut pas se satisfaire de s'envoyer des ordonnances par Gmail avec votre pharmacie, qu'on s'envoie des WhatsApp, des machins, etc. Et qu'en même temps, on se dise où sont les enjeux de souveraineté, où sont les enjeux de confidentialité. Ah mince, il y a des fuites de données, etc. Et donc les enjeux de sécurité, c'est d'où la messagerie sécurisée de santé entre les citoyens et les professionnels, d'où la messagerie entre les professionnels. Ça, c'est des enjeux. Et puis, des règles, je termine juste, pardon. Non, mais vous continuerez, mais sur cette sécurisation, c'est compliqué. Quand on va dans l'espace santé, on a un code, on renvoie un code. Non, d'abord, je pense qu'il faut évidemment toujours concilier accessibilité et sécurité. C'est un enjeu majeur, mais petit à petit, il va falloir qu'on s'habitue un petit peu à mettre une petite couche de sécurité supplémentaire, parce que rapidement, parce que les attaques numériques c'est une réalité, parce que les enjeux de fuite de données c'est une réalité, et que ça va plomber la e-santé si on ne garantit pas la sécurité. J'en suis. Vous avez un problème avec France Connect. Hein. Non, mais on a des sujets parce qu'on a du phishing et parce que justement, il faut petit à petit qu'on continue, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois, à renforcer la sécurité. Et puis je termine. Il y a beaucoup de phishing. Moi, il y a beaucoup de phishing. Il n'y a pas que. Vous avez la carte Vitale 3 n'existe pas. Je rassure tout le monde. Oui. Et puis juste, il faut des. Je termine juste. Il faut des règles en termes de régulation. C'est pas des règles pour contraindre, c'est pas des règles pour empêcher, mais c'est juste des règles pour fixer le bon mode d'emploi. La téléconsultation, c'est comme le télétravail. Ça peut être le meilleur, ça peut être le pire. Donc il faut progressivement, c'est pas simple, on va pas le faire tout seul, il faut le faire avec les professionnels, avec les patients, avec tous les acteurs, qu'on crée petit à petit ces règles d'utilisation de la e-santé au bénéfice des patients et des professionnels. Alors, premier tour de table, mais bon, dès le premier tour de table, on approfondit le sujet, c'est normal. Ella Gariani, donc vous dites... Alors, première question, c'est pas trop dur d'arriver après Dominique Pont et Léa Le Tourneau qui nous, on travaille avec eux depuis 3 ans, on est les mains dans le cambouis avec eux depuis 3 ans, donc pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais ils sont plus là, vous êtes émancipés, ça va Vous savez, c'était déjà une organisation, on était tous assez autonomes et plein d'initiatives, donc on continue le cap, il n'y a pas de souci. Et donc vous dites ça marche par exemple sur la transmission des examens de biologie, il y en a des milliers chaque jour. Alors, moi je dis un peu comme Jacques, on est au milieu du gué, c'est-à-dire que pendant 3 ans on a fait énormément d'efforts pour faire en sorte de fixer des règles, de faire en sorte que les logiciels des professionnels de santé petit à petit évoluent pour être en capacité d'avoir des meilleurs standards de sécurité, mais aussi de pouvoir échanger de la donnée, d'abord avec le patient, parce que c'est normal qu'à la sortie de chaque épisode de soins, je puisse récupérer les données de santé qui me concernent, et qu'ensuite, cette information, elle constitue petit à petit mon historique médical pour que ça me permette d'être mieux soigné. Donc ça a été
un des gros chantiers sur les 3 dernières années, définir ces règles, définir ces normes, qui ne sont pas d'ailleurs que des normes de sécurité, que des normes techniques, c'est aussi des règles éthiques, parce que le sujet, il arrive un peu dans nos vies, il transforme un peu à sa manière notre système de santé, et pour que justement ce ne soit pas le Far West, eh ben, il faut qu'on fixe des règles, et aussi un cadre de valeurs. Il faut qu'on se dise, il y a des règles de transparence, il y a des règles éthiques, il y a des règles aussi de développement durable, il faut qu'on mesure l'impact du développement de ces usages. Donc ça a été vraiment notre préoccupation sur les 3 dernières années. Et là où moi je suis effectivement plutôt optimiste, c'est qu'on commence à en voir les fruits. Il y a quand même eu un chantier énorme qui a été mis en œuvre dans le cadre du déploiement de mon espace santé. Enfin, il faut qu'on se rende compte, c'est en 6 mois, on a ouvert un carnet de santé numérique à l'ensemble des assurés de notre système de santé. C'est quelque chose... On travaille là-dessus depuis 20 ans dans le cadre du DMP et on sait les difficultés qu'il y a eu. C'était facile. C'est peut-être facile. C'est agréable d'avoir la sensation que pour vous ça a été facile. C'est qu'on ne vous a pas montré les difficultés qu'il y avait derrière. Si on ne refuse pas, notre carnet est ouvert. Oui, mais ça quelque part, c'était le débat dans la loi. Avoir des millions, c'est facile dans ces conditions. Après, c'est l'usage. Moi, je parle vraiment d'un chantier qui, techniquement, a été colossal. C'est-à-dire qu'il y a eu des équipes qui, derrière, se sont mobilisées jour et nuit pour rendre le système possible. Et on l'a fait sans couac. Et je veux dire, ça, c'est un exploit industriel qui a été mis en œuvre, notamment par l'assurance maladie. Et je pense qu'il faut le saluer. Et donc là, on est au milieu du gué, et ça fait 6 mois que le dispositif est en œuvre, et ça fait 6 mois que les logiciels, petit à petit, évoluent pour faire en sorte qu'à la fin de chaque épisode de soins, systématiquement et automatiquement, en tenant compte des apprentissages qu'on a eus sur les difficultés historiques du DMP, maintenant on puisse enfin faire la promesse aux patients qu'ils vont récupérer leurs données de santé. Et l'étape d'après, parce que voilà, encore une fois, on a 6 mois dans le rétroviseur, mais on regarde ce qui vient devant nous, et c'est de faire en sorte que cette information, elle soit facile à consulter pour les professionnels et qu'on puisse enfin tendre vers la promesse d'un parcours de santé qui soit fluide et dans lequel nos données de santé soient effectivement utiles. D'accord. Alors, Alexis Herriot, vous êtes industriel du groupe. On peut vous appeler comme ça, hein, industriel, oui. Alors, simplification, démocratisation, quel est votre regard des différents points de vue qui ont été exprimés ? Alors, je vais essayer de rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. On a beaucoup entendu parler d'usage, et je pense que quand on est un industriel, l'usage, c'est clé, parce que nos sources de financement viennent des usages, et viennent pas d'ailleurs, même si on voit des levées de fonds. D'ailleurs, on va voir dans les mois qui suivent les levées de fonds qui vont beaucoup se tarir en e-santé. Il y a eu un très fort engouement, mais on avait oublié les usages. Quand on a démarré donc, avec ma cofondatrice Corinne en 2013, on s'est dit, la clé, c'est l'usage. C'est que les gens puissent l'utiliser. Et quand on dit les gens, c'est les gens, tous les Français. Et ça, rendre la e-santé accessible à tous, ça a tout de suite été notre objectif. Et ce que je suis heureux de voir, c'est que c'était notre objectif, et c'est l'objectif finalement qui est partagé maintenant. Pour vous donner un chiffre... Ça paraît logique quand même. Ça paraît logique. Qu'il y a un usage. Mais... on n'imagine pas à quel point... Alors, une comparaison que je prends souvent, c'est que à peu près tout le monde en France sait conduire une voiture. Bon, c'est extrêmement complexe de conduire une voiture. C'est beaucoup plus complexe que d'utiliser une machine à café à la maison. Par contre, pourquoi ? En fait, parce que l'ergonomie, c'est une ergonomie simple. Un bouton, une fonction, et tout est binaire. Hein, le clignotant, il a pas 3 vitesses. Hein, il est allumé ou éteint. En informatique, dans la e-santé, eh bien, vous avez des ergonomies, mais surréalistes. Il faut savoir qu'il y a 12 millions de personnes qui souffrent d'électronisme. Enfin, c'est normal. C'est exactement comme si vous faisiez un lever de vitesse qui faisait appel de phare et clignotant. Hein. Swipe à gauche, swipe à droite, au-dessus, en dessous. On s'est dit que le smartphone, c'était un outil super, ce qui est le cas, et avec beaucoup de possibilités. Et beaucoup ont utilisé ces possibilités pour faire des choses très complexes. Très complexe en disant qui peut le plus, peut le moins. C'est absolument pas vrai. Plus vous rajoutez de fonctionnalités, plus c'est complexe à utiliser. Il y a beaucoup de patients. Il faut savoir que la démographie des patients, c'est pas des gens de 15 à 35 ans, les patients. C'est beaucoup plus, c'est 60 et au-delà. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a suivi 15 millions de patients, notamment grâce à l'assurance maladie, au moment du Covid, et on a utilisé des outils qui sont très simples, mais à plusieurs niveaux. On a commencé par utiliser du SMS,
et avec la possibilité de basculer sur des applications, etc. Mais à la base, on laisse aux personnes un usage, on va dire, basique, simple, sécurisé, avec peu de données échangées, pour permettre que tout le monde ait accès à ça. Et ce qu'on est content, c'est qu'il y ait d'autres étages, qu'il y ait un backbone, si je puis dire, désolé pour l'anglicisme, qui est fait par les pouvoirs publics, avec mon espace santé, où on va pouvoir échanger des documents riches. Pour nous, c'est formidable. On va pouvoir avoir le lien avec les patients et dire, quand vous voulez des informations plus complexes, envoyez des photos, récupérez des documents, vous allez sur mon espace santé, vous allez sur Amélie, quand vous voulez communiquer avec le médecin, etc. etc. Voilà, donc pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est que les outils commencent par être simples et pas d'essayer de faire du complexe en disant ça va tout faire. Mais est-ce que moi, je reçois plein de SMS pour avoir une formation continue. Je dis bon, vous avez de la chance. En quoi pourrais-je bien me former? Non, ou alors l'assurance maladie, les SMS aussi. Et comment éviter justement cette difficulté de phishing? Si vous dites qu'il faut être simple, comment vous sécurisez? Alors, le phishing sur le SMS, le phishing ne peut arriver que s'il y a un lien sur lequel il faut cliquer. Ce qu'on va faire et ce qu'on a mis en œuvre et qui fonctionne très bien, c'est que vous répondez directement par SMS, par exemple. Pour vous montrer le niveau de simplification, entre je clique sur un lien pour répondre à un questionnaire et je réponds au SMS, vous enlevez 5 barrières. L'assuré n'a pas besoin de smartphone, il n'a pas besoin de 3G, il n'a pas besoin de télécharger quelque chose. Et beaucoup, quand vous dites télécharger une app sur l'App Store, vous avez utilisé 3 mots que les gens ne comprennent pas. Il n'a pas besoin de créer de compte. Voilà, 4 points. Ces 4 points font qu'on bascule de quelque chose sans usage à peu d'usage, on va dire entre 20 et 30%, à quelque chose avec beaucoup d'usage, on est entre 90 et 99%. Donc tu n'auras pas de phishing sur un SMS. On ne peut pas te ficher sur un SMS parce que s'il n'y a pas de lien, on ne peut rien faire. En fait, le SMS, quand il est utilisé de façon très basique, est très sécurisé. Évidemment, il ne faut pas envoyer toute sa vie sur SMS, mais ça, voilà. Si je reprends le principe de sécurité qui est essentiel, l'automobile, on a mis des ABS et on n'a pas demandé aux personnes d'appuyer sur 4 pédales à la fois pour freiner sur chaque roue. La sécurité, elle doit être intégrée aux outils et ne doit pas complexifier la vie des citoyens. Et là, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non, simplement, c'est vrai que le mécanisme qu'a mis en place Calmedica, il est assez extraordinaire pour le simple fait que effectivement tout le monde peut l'utiliser. Donc c'est extrêmement intéressant. Je voulais juste rappeler que ça fait de la télésurveillance. Donc entre guillemets, le SMS ne peut pas permettre de tout faire. Tout à l'heure, on parlait de téléconsultation, on parle de dossier médical, de carnet de santé, de prévention. Le SMS, c'est un super canal pour faire de la télésurveillance. Et c'est vrai qu'il est extrêmement accessible pour le plus grand nombre et il est facile d'usage. Par contre, bien évidemment, il y a plein d'autres sujets de e-santé qui ne peuvent pas passer par le SMS. La télémédecine, par exemple. La téléconsultation. Alors, vous avez dit qu'on était au milieu du gué. On a bien compris à différents niveaux. Alors, comment accélérer? Comment faire en sorte que ça avance plus vite? Comment faire en sorte que vous utilisiez plus WhatsApp, mais les messageries sécurisées? Est-ce que les médecins prennent pas un peu des risques là, un jour au niveau responsabilité médicale si les informations s'en vont dans la nature? Les médecins prennent certainement des risques, mais les médecins choisissent l'usage simplifié comme tous les citoyens. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de sécurité? Franchement, quand vous discutez avec les médecins et les soignants en général, la sécurité n'est pas leur priorité. On peut le regretter, c'est une question de culture. Hein. Mais aujourd'hui, la sécurité est complexe. Et c'est ce qui est un frein à la sécurité. Et donc, c'est ce que dit Alexis Ernaud. En fait, il faut simplifier la sécurité, il faut simplifier la complexité du numérique de façon à le rendre accessible à tous. Alors, accessible aux médecins, aux autres professionnels de santé qui, de toute façon, dans la plupart des cas, enfin dans de nombreux cas, je vais dire, ne vont pas faire une démarche compliquée d'inscription. Aujourd'hui, si vous voulez vous inscrire à la ICPS, c'est pas compliqué, hein, mais il y a toute une démarche à faire et beaucoup rechignent. Dans mon cabinet, on est 9, il y en a 3 à qui j'ai dû installer la ICPS. Voilà, ça vous donne une idée de... Je pense que la proportion doit être à peu près celle-là. Après, il y a une question de volonté, d'effort, etc., d'incitation, je suis d'accord. Mais derrière les soignants, il y a aussi les patients. Je veux dire, à qui on s'adresse? On s'adresse, donc vous l'avez dit, 12 millions, je n'avais pas ce chiffre, 12 millions de gens atteints d'électronisme, et on peut rajouter en gros 8 millions de gens en difficulté avec ça. Si on ne simplifie pas l'accès à la e-santé pour tous ces gens-là, est-ce qu'on ne va pas rater la cible? En fait, c'est la question. Donc la vraie question et le vrai débat aujourd'hui, c'est celui de la simplification de l'accès à la e-santé et probablement de la sécurité de la e-santé. Quand je prends mon téléphone et que je l'ouvre, j'ai FaceTime, il me reconnaît, c'est fini.
C'est simple. La e-santé, c'est pas encore tout à fait ça. Oui, non, mais juste pour rebondir, je pense qu'il y a, si on impose de la sécurité, vous avez raison, y compris nous-mêmes en interne, on se dit mais il faudrait arrêter d'utiliser WhatsApp, il faudrait utiliser d'autres choses. En réalité, si l'ergonomie est plus forte que la sécurité, ça ne marche pas. Donc notre défi, c'est de proposer aux professionnels et aux assurés des choses suffisamment simples qui vont l'utiliser et en plus qui seront sécurisées. Je reprends mon exemple de l'ordonnance, on va développer la e-prescription. Honnêtement, notre point de vue, on essaie de développer quelque chose de très simple qui s'intègre dans les logiciels des médecins. Ils vont produire une ordonnance avec un QR code. Ça sera encore du papier, donc on ne déstabilise pas la vie notamment des personnes âgées. Vous l'avez dit, qui sont quand même nos principaux clients. Ils vont aller à l'ordonnance, ils vont aller à la pharmacie et c'est beaucoup plus sécurisé. Le QR code contient le contenu de l'ordonnance et tout ça, c'est tracé. Et ça va directement sur mon espace santé et on peut s'échanger avec le pharmacien par la messagerie citoyenne de santé. Mais il faut petit à petit et que quand même je pense qu'aussi il y a quand même une prise de conscience des acteurs parce que les données de santé, c'est pas n'importe quelle donnée. On peut s'échanger des messages par WhatsApp, honnêtement, ça sera pas très grave. Je redis que parfois des gens nous disent mais c'est inquiétant, mon espace santé, où est-ce que mes données sont hébergées? C'est hébergé en France, dans des conditions de sécurité, validées par la CNIL, validées par l'ANSSI, sous l'autorité de l'assurance maladie et du ministère, etc. L'alternative, c'est quoi? C'est que nos données, elles se baladent un peu partout, pas forcément dans des conditions satisfaisantes de sécurité, pas en France. Et donc, petit à petit, c'est vrai que les réflexes, aussi des professionnels de santé, se disent non, je n'envoie plus d'ordonnance je ne reçois plus d'ordonnance par Gmail. C'est ce genre de choses. Je n'envoie plus des résultats de biologie sur des plateformes qui sont pas sécurisées. Il faut aussi, petit à petit, on ne le fera pas uniquement, je suis bien d'accord avec vous, docteur, par l'argument de la sécurité pure et dure, par l'argument de l'ergonomie, mais aussi une prise de conscience collective des enjeux. On l'a vu, hein, un hôpital est capable, il y a des cyberattaques qui sont quasiment capables aujourd'hui d'arrêter le bout d'un fonctionnement d'un hôpital. Donc c'est des choses qui deviennent extrêmement sérieuses. Et voilà, dernier point, mais je pense qu'elle le dira beaucoup mieux que moi. Derrière mon espace santé, derrière tout ce qu'on fait avec le ministère, il y a l'enjeu, vous l'avez dit, d'accompagner ceux qui sont pas à l'aise avec le numérique. Donc toute la démarche d'ambassadeur du numérique, d'accompagnement, d'ateliers numériques, ça c'est quelque chose sur lequel, avec les autres réseaux, sous l'égide du ministère, avec la branche famille, avec les espaces sans service, on a un énorme challenge. Après, il ne faut pas se tromper aussi, hein, les générations qui arrivent, elles sont petit à petit de plus en plus à l'aise et nous on le voit bien, nos assurés, même de ceux qui cliquent le plus, ceux qui utilisent le plus Amélie, hein, c'est les 60, 65 ans, etc. Parce que petit à petit ils ont appris. Donc il ne faut pas se tromper de cible, mais en effet on a des millions de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, il faut les aider. Mais alors, sur mon espace santé, est-ce que, sans nous donner de chiffres, est-ce que ça monte? Est-ce que les usages De toute façon, ça ne peut pas descendre. Il n'y avait pas grand-chose avant. Ah, si, ça peut descendre. Hein. Non, mais alors, très clairement, là où, encore une fois, pour nous, on se dit, là, faut être optimiste, quoi. C'est que, d'abord, on voit les établissements de santé s'y mettre. Et ça, c'est notamment par le biais de la mise à jour de leur logiciel, par le biais d'un certain nombre de financements associés, mais aussi par la prise de conscience des enjeux de sécurité. J'étais la dernière fois à un centre hospitalier dans le nord des Deux-Sèvres, et en fait, on avait un chirurgien, un chef de service qui nous disait 70% des cyberattaques sont d'origine email. Et lui, en fait, il met en place des échanges avec ses patients, notamment dans des parcours qui ressemblent un peu à de la télésurveillance, même si c'est du simple email. Et il dit, quand vous m'avez apporté la messagerie sécurisée Mon Espace Santé, pour moi, vous avez résolu un problème énorme. Parce que d'un côté, il a envie de suivre ses patients sur le temps long. D'un autre côté, il sait que s'il utilise les Gmail, les Yahoo, les WhatsApp, il expose son établissement à un risque. Et au moins, là, il a une solution souveraine, sécurisée, qui lui permet d'avoir des relations électronique avec ses patients, dans des conditions de sécurité qui sont acceptables pour l'ensemble des acteurs. Donc ces usages-là, on commence à les voir apparaître. Thomas le disait, donc on va faire un petit événement là, en octobre où on vous partagera les chiffres, mais aussi les histoires qu'on commence à voir émerger. Et dans cette catégorie, entre guillemets, des histoires qui commencent à émerger sur le terrain, il y a vraiment quelque chose d'hyper impressionnant en termes de solidarité numérique qui se situe autour des questions de santé. On voit de petit à petit des réseaux se mettre en place d'accompagnement des personnes qui sont parfois les plus éloignées du numérique. Pareil, il y a pas longtemps, j'étais dans un établissement du groupe APHP à Créteil, et en fait, il y a une association qui fait de la médiation, en lien avec le sujet des territoires dont on parlait tout à l'heure, une association qui est rattachée à la mairie, qui fait de l'accompagnement et de l'acculturation au numérique. Et en fait, elle s'était installée dans le hall d'accueil de l'hôpital et elle aidait les gens à activer Mon Espace Santé. Et en fait, c'est un beau sujet aussi
aussi pour expliquer aux gens des règles, des principes génériques d'hygiène numérique. C'est une manière de parler de phishing, de SMS, c'est une manière de dire, bah voilà, vos données de santé, elles sont un peu particulières, donc c'est pour ça, là, vous allez recevoir un code par SMS, donc il faut recopier le code. C'est avec la banque, ils nous envoient des codes. Exactement, SMS, et donc c'est ça, en fait, c'est petit à petit, on sort un peu d'une ère naïve qu'on a pu avoir sur les 15 dernières années autour du numérique, et on doit passer à l'évolution de nos pratiques. Alexis, un mot? Oui, juste un mot. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Ella et Thomas Fantôme. Il faut toujours un peu d'humain. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas 100% numérique. Moi, un jour, j'étais bloqué, je devais refaire une carte grise, je m'étais trompé. Ça a pris 3 semaines parce qu'il n'y avait aucun numéro d'appel et qu'il fallait attendre que la procédure, entre guillemets, automatique se termine. Enfin, honnêtement, c'est insupportable quand ça se passe comme ça. Et je pense qu'il faut toujours prévoir un backup humain. Nous, on observe que c'est à peu près 10% des patients qui ont besoin d'aide ou qui sont inquiets. Et souvent, les personnes inquiètes, c'est rien du tout. Il faut les appeler. On dit, vous inquiétez pas, il faut répondre à ça, suivre telle consigne ou autre. Et c'est extrêmement important. Le 100% numérique, c'est pas possible. Enfin, de notre point de vue, c'est pas possible. Il y aura toujours un côté humain et c'est essentiel. Alors, il y a un élément de l'e-santé, c'est les téléconsultations qui sont importants, qui peut être un moteur pour l'ensemble, parce que bon, ça a explosé pendant le Covid. Thomas Fantôme, on a l'impression que vous voulez tout bloquer maintenant. Vous voulez pas le Far West. Je pense pour illustrer, je pense qu'il y a un espace entre il y a justement une différence entre le Far West et la démocratie et l'usage. Les officines fassent 100% de téléconsultation, alors que les Français, ils se disent, pour l'enfant qui est malade, j'ai pas de médecin traitant, il est pas joignable, ça serait bien. Encore une fois, il y a un vrai intérêt à la téléconsultation. Parce que c'est une demande prix social des patients, parce que les professionnels de santé aussi, ils commencent à construire ça dans leur pratique. Donc il ne s'agit pas de bloquer. Il s'agit encore une fois de construire des règles éthiques, de qualité. Un système dans lequel des patients font 1, 2, 3, 4 téléconsultations en 2 heures et qu'à la 4e, ils réussissent à avoir un arrêt de travail, je ne crois pas que ce soit complètement le système de santé qu'on a envie pour aujourd'hui et pour demain. Donc une médaille aux 3 premiers médecins. Et ils ont refusé l'arrêt de travail, en effet. Malheureusement, bon voilà. Mais je dis pas, ça existe. Hein. C'est des choses, c'est du vécu, c'est du réel, et pas seulement dans les émissions de télé. Donc voilà. Donc il faut des règles du jeu. On parle beaucoup de la règle des 20%. Voilà. Est-ce que c'est donc voilà, les médecins libéraux ne peuvent pas faire plus de 20% de leur activité en téléconsultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une téléconsultation sur 5. C'est quand même déjà considérable. Aujourd'hui, on est à 3,5. Donc je veux bien entendre qu'on est en train de brider la téléconsultation. 3,5%. Donc il y a un peu de marge. Et c'est vrai que ça peut peut-être paraître un peu old-fashion, mais considérer que la médecine, c'est du présentiel et du distanciel, mais que le présentiel, c'est quand même important, que quand un médecin prescrit un arrêt de travail au hasard, c'est pas plus mal que s'il ne connaît pas le patient. Si c'est le médecin traitant, il n'y a pas de problème. S'il ne connaît pas le patient, c'est quand même pas mal de le voir, plutôt qu'en 2 minutes, vous voulez un arrêt de travail, pif, paf, Kodak. Donc ça, c'est intéressant les plateformes de télémédecine. Mais donc, il faut des règles. Donc c'est pour ça que dans Chargé Produit, que vous avez tous évidemment lu cet été sur la plage voilà, on a proposé qu'il y ait un vrai statut, un cahier des charges des offreurs de télémédecine, à la fois sans doute des intermédiaires et puis de ceux qui sont à la fois intermédiaires et qui ont une offre de télémédecine avec des médecins salariés, pour fixer les règles du jeu, la sécurité, la qualité. Je vous donne un autre exemple. On discutait avec des médecins en Bretagne. Ça fait des années qu'ils ont construit des groupes de pairs sur la qualité de la prescription, et notamment la qualité de la prescription, les antibiotiques, etc. améliorer. Ils nous disent, mais nous on est très motivés, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit nos patients qui, en 3 clics, ont des médecins qu'ils connaissent pas, ils savent pas qui c'est, ils sont pas du territoire et qui prescrivent tout et n'importe quoi. Au bout d'un moment, c'est pareil. C'est quoi la qualité de la téléconsultation? C'est quoi les engagements des plateformes en termes de sécurité, de transparence? Voilà, c'est à construire. Donc honnêtement, on n'est pas en train de le bloquer. Là aussi, honnêtement. C'est quoi votre vision de la plateforme alors? Qui respecte ce cahier des charges de sécurité, de transparence, d'éthique, qui fasse passer que quand on ait accès à une plateforme, on ait des informations de santé publique, de prévention, de bonne utilisation de la télémédecine. C'est des choses, honnêtement, c'est des choses assez simples. Et nos partenaires, d'ailleurs, on discute beaucoup avec les acteurs de la télémédecine et nos amis du ministère aussi, et je pense que à la l'ANS aussi, ils sont plutôt d'ailleurs allants parce qu'ils voient bien que ce côté un peu Far West, il a pu être intéressant en termes de business, mais il va pas durer très longtemps. Il faut des règles du jeu, tout simplement des règles du jeu.
D'accord. Il nous reste 5 minutes. Alors, un dernier tour de table sur la e-santé, c'est fondamental. Comment faire en sorte de le démocratiser davantage, c'est-à-dire d'avoir un usage plus simple. Qu'est-ce qui est le plus important à faire pour que vraiment... Enfin, je pense que depuis 3 ans, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement fort, mais vous l'avez dit à plusieurs, on est au milieu du gué. Comment sortir de ce milieu de gué ? Oui, le mouvement fort, enfin, en préliminaire, je veux dire que le mouvement fort est quand même lié grandement à la crise épidémique qu'on a connue. Il ne faut pas souhaiter qu'il y ait une autre crise épidémique pour traverser complètement le gué. Dominique Pont et Léa Le Tourneau n'ont pas fait grand-chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais ils ont mis en musique, finalement, une nécessité impérative. Je vais dire aussi qu'en matière de téléconsultation, je suis tout à fait satisfait de ce que vient de dire Thomas Fatoum, puisque j'ai eu une vie antérieure à celle de président de l'agence et que le Conseil national de l'ordre à l'époque disait exactement la même chose, ce qui vient d'être dit par le directeur général de l'assurance maladie. Je pense par ailleurs que la Convention va entrer en discussion prochainement pour ce qui concerne les médecins et qu'il y aura une clarification de ce sujet-là. Je veux dire aussi qu'il ne faut pas raisonner uniquement, et même pas du tout, et je ne crois pas que Jean-Christophe me contredira, uniquement en côté médical. Il faut raisonner en termes d'équipe de prise en charge. Bon, il faut donc, de soins, il faut donc accompagner les professionnels de santé par un discours qui soit extrêmement clair, qui ne soit pas un discours technique, qui soit un discours en langue vulgaire, si vous voulez. Si vous parlez actuellement... Mais ça, c'est votre boulot, l'agence. Oui, c'est pas que l'agence du numérique. L'agence du numérique n'est pas directement chargée de la communication en la matière, et l'assurance maladie en particulier a des moyens très forts, avec Amélie notamment, et les régions également. Vous savez qu'il y a une représentation des grades et des ARS au conseil d'administration de l'agence et à l'Assemblée générale. C'était bien pour dire qu'il faut que les structures de l'État central communiquent avec les régions. Et en ce qui concerne les usagers, les citoyens patients, il faut les accompagner parce qu'il y a 2 aspects. Il y a l'électronisme que l'on a évoqué. Là, je pense que les mairies également ont un rôle à jouer, notamment par les centres communaux d'action sociale. L'action sociale, ce n'est pas uniquement de donner de l'argent aux nécessiteux, ça peut être aussi de les accompagner pour devenir un peu plus intégrés dans le système pour le bénéfice de la santé. Et puis autrement, il y a les patients qui ont la chance d'avoir actuellement un médecin traitant et qui disent « moi, mon espace santé, moi je vais aller voir mon médecin et puis c'est tout ». C'est-à-dire qu'il faut également que les médecins et les autres professionnels de santé soient des ambassadeurs du numérique vers leurs patients en disant « mais est-ce que vous avez créé votre espace santé ?» Parce que mon espace santé, il ne faut pas oublier qu'il y a le DMP qui est à l'intérieur de l'espace santé et que les éléments qui vont arriver de façon automatique dans le DMP, sauf opposition de la personne, vont quand même considérablement simplifier la vie médicale. Je prends juste un exemple et je m'arrête. Quand un patient quitte l'hôpital, ou la clinique d'ailleurs, il quitte généralement le vendredi après-midi. Et puis il arrive après une intervention que le drain va encore donner un peu, il va dire, ils vont appeler SOS médecin par exemple, SOS médecin va arriver, va dire « qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» Oh, ben, vous savez, à l'hôpital, ils disent pas grand-chose. Ça, c'est du vécu, hein, ce que les patients disent. Si le médecin qui vient au chevet de ce patient, ou l'infirmier ou l'infirmière, peut avoir accès au DMP et qu'il y trouve déjà le compte-rendu, parce que ça aussi c'est un autre problème, il faut que les comptes-rendus suivent rapidement, il aura des informations nécessaires et pertinentes. Pardon ? On voit bien l'intérêt de oui, mais c'est là-dessus. Ah oui. Actuellement, c'est en train de se faire, puisque Hélène l'a dit, il y a une alimentation automatique dans les logiciels estampillés Ségur. Donc il faut insister pour que les professionnels de santé, puisque ça viendra pour les médecins actuellement, mais ça viendra pour les autres, bénéficient finalement de l'argent public et de l'argent de l'État, puisque ça ne leur coûtera rien. Juste un mot, il faut aussi penser aux petits éditeurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens techniques pour mettre à jour leur logiciel, et il y en a actuellement quand même un certain nombre. Jacques a pris tout le temps de la conclusion. Non. Alors, on continue. En un mot, comment sortir du milieu du gué ? Je pense qu'il faut continuer la dynamique. Le Covid a fait passer l'e-santé du statut de menace
donc déshumanisation de la médecine, à celui d'une formidable opportunité. C'est-à-dire que tout le monde voit maintenant le numérique comme une possibilité d'améliorer la santé et d'ajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas, de simplifier la vie. Voilà. L'enjeu, c'est toujours de respecter les usages, de faire en sorte qu'on puisse l'utiliser en gradant on va dire, l'usage, la sécurité qui est très importante sur le niveau de risque. On ne conduit pas de la même façon sur la neige et sur une route sèche. Voilà, c'est évident. Quand il y a 2 données ou 2 symptômes qui sont échangés, il n'y a pas besoin de mettre 3 mots de passe. Quand vous envoyez un compte-rendu sur une maladie chronique alors que vous êtes en train de demander un prêt, oui, il faut que ça soit hyper sécurisé. D'accord. Et là, Gariani, alors un mot. Nous, notre objectif là, c'est vraiment de continuer aussi bien sur la méthode, parce que ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, c'est aussi qu'on a énormément travaillé avec les acteurs de l'écosystème public, les ANS, Assurance Maladie, mais aussi les acteurs privés qui interviennent dans le champ du numérique en santé. Et je pense vraiment que là-dessus, il faut qu'on trouve ensemble un équilibre où on appuie le développement de ces solutions-là, justement, leur déploiement, leur démocratisation. Ça passe par des modèles économiques, des moyens d'évaluation du bénéfice. Et il faut aussi qu'on puisse mesurer exactement qu'est-ce que ça apporte et à quoi ça sert en termes d'enjeux de santé publique. Et de l'autre côté, il faut qu'on garde aussi cet esprit de fixer ensemble un niveau d'ambition. Et je pense que demain, cette ambition, elle passe aussi par une forme de régulation de l'écosystème pour qu'on puisse faire en sorte que ces solutions-là, elles respectent le cadre de notre système de santé auquel collectivement on tient tous. Alors, Thomas Faton, on a toujours le sentiment et l'expérience que l'assurance maladie commence petit bras et puis après réinvestit. Ça a été le cas pour les CPTS, ça a été le cas pour les assistants médicaux, ça a été le cas pour le SAS. Où vous avez, si vous avez l'impression qu'on joue petit bras, non mais quand on ouvre, et là elle a dit un espace santé pour 60 millions, plus de 60 millions d'assurés, est-ce qu'on joue petit bras? Non mais 2 milliards d'euros pour le numérique, est-ce qu'on joue petit bras? Juste pour réussir, généralement, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Il faut une stratégie, il faut des moyens. Il faut déployer. Oui. D'accord? La stratégie, on l'a. La feuille de route du numérique en santé. Les moyens, on les a. 2 milliards d'euros pour le numérique en santé. Le déploiement, on est au début. On a réussi la première étage de la fusée. Mon espace santé est ouvert pour 60 millions de personnes. Maintenant, on a 18 mois devant nous qui sont absolument majeurs pour que les logiciels de l'ensemble des professionnels de santé en ville et à l'hôpital évoluent, adoptent les différents cahiers des charges et que les nouveaux usages se construisent. Donc, je crois honnêtement pas qu'on joue petit bras. Mais pour motiver les médecins, on va conclure avec vous. Et on a mis 750 millions d'euros dans l'avenant numéro 9 avec les médecins. On va négocier avec les médecins à compter de la fin de l'année sur tout ça. Mais ça démarre, ça va marcher. Merci. La parole à vous. Le médecin est au cœur du système. Est-ce que vous bougez assez ? On bouge beaucoup pour répondre à la demande de soins, c'est déjà bien. Mais le numérique en santé, il est indispensable. Le problème, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif qui est celui de l'accès aux soins. Je crois que c'est ça la question essentielle. À quoi ça sert l'e-santé si ça n'améliore pas l'accès aux soins? À pas grand-chose. Et pour ça, je crois qu'il faut se concentrer sur ce qui marche. Il y a des choses qui marchent très très bien. Alors la carte vitale, ça paraît tout bête, mais c'est un truc qui a montré que l'électronique ou le numérique en santé marchait très bien. Ça va encore s'améliorer. L'e-prescription, c'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire en e-santé, c'est-à-dire que c'est à la fois accessible au numérique, mais aussi aux gens qui n'ont pas le numérique, grâce effectivement au QR code. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là, avec une e-santé accessible à tous et portée par tous. Alors la portée pour les soignants, ça veut dire effectivement développer l'attractivité de la e-santé au travers des usages. Encore une fois, on revient toujours à la question des usages. Ah oui. Ce sont les usages que nous allons générer. Et vous avez raison, Madame Gariani, de dire qu'il faut aussi solliciter le privé parce que les entreprises privées ont des idées, ont la capacité à porter des projets qui, s'ils sont bien interfacés au bouquet de services de mon espace santé, vont susciter l'usage. Et à partir du moment où il y aura des usages, mais il y aura de l'activité sur la e-santé sur Metz. Voilà. Merci madame, merci messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Voilà, on va faire une pause. Maintenant, je crois qu'on peut vous applaudir.